ça, c'est du côté syrien. La situation n'est pas beaucoup plus rose du côté du gouvernement libanais. Donc là, quelles sont les marges de manœuvre qu'il essaye de faire par rapport à la Banque mondiale et au FMI, sachant que le FMI est en voie de trumpisation rapide, comme on l'a vu avec le prêt qui a été accordé à Javier Milei en Argentine. Oui. Donc que faire par rapport à ça? Que faire par rapport aux Israéliens et à leur volonté de faire du Sud-Liban une zone tampon? Que faire par rapport à la France et sa volonté de garder une influence, port de Beyrouth et autre chose? Et que faire par rapport à l'Arabie Saoudite et à la Turquie qui veulent reconsolider un pôle sunnite? Oui. Alors, le Liban a connu beaucoup de mutations ces dernières décennies, avec un acteur qui s'est imposé comme étant l'acteur le plus influent, qui est le Hezbollah. Et le Hezbollah, c'est un mouvement chiite libanais fondé en 1982 avec l'aide des Iraniens et à travers une coopération entre l'Iran et la Syrie de Hafez el-Assad, qui était déjà présente au Liban à travers ses troupes, et qui contrôlait surtout l'est du Liban, la Bekaa, qui est à la frontière libano-syrienne. Pourquoi fin 82? Parce qu'à la fois c'est l'exportation de la révolution iranienne que Khomeini évoquait souvent, vers les minorités opprimées, comme il disait, et le fait que les chiites libanais étaient déjà traumatisés par les invasions israéliennes, puisqu'en 1978, il y a eu une première invasion avec une zone de sécurité, d'occupation qui a été imposée, et d'où la population a été chassée. La majorité des gens se sont retrouvés soit dans les banlieues de Beyrouth, soit ils sont partis même du Liban vers le Michigan aux États-Unis ou vers l'Afrique de l'Ouest. Et puis en 82, il y a eu la deuxième invasion israélienne du Liban, qui cette fois est arrivée jusqu'à Beyrouth. Elle a assiégé la capitale. L'OLP, ou l'Organisation de la libération de la Palestine, qui était présente au Liban dans la solution qui a été trouvée par les émissaires américains, va quitter le pays, et l'OLP va être entre la Tunisie, ses combattants répartis dans plusieurs pays arabes, et la gauche libanaise, qui était l'alliée des Palestiniens et qui était assez présente dans les milieux chiites libanais, s'est fut extrêmement affaiblie. Donc la montée de Hezbollah répondait à la fois à un certain vide politique oui, sociopolitique chez la communauté chiite libanaise, notamment du sud et de la Bekaa, et en même temps, c'est une réponse à la volonté iranienne d'exporter la révolution. L'évolution du parti a connu plusieurs phases, mais finalement il s'est imposé avec aussi le progrès de l'hégémonie iranienne dans la région, ou de l'influence iranienne dans la région. Il s'est imposé au Liban comme le premier parti politique, avec en plus une branche armée qui était puissante, disciplinée, et qui a mené plusieurs guerres avec les Israéliens, jusqu'à la dernière guerre, qui a été par contre une déroute militaire qui les a extrêmement affaiblis pour maintes raisons. Mais avec cet affaiblissement, un certain rééquilibrage a eu lieu dans la scène politique libanaise, à savoir le système confessionnel au Liban, qui a été conçu sous le mandat français, mais qui a été renforcé après avec l'indépendance, stipule toujours des quotas entre les représentants des communautés. Donc même si un parti est plus puissant que les autres, il ne peut pas dépasser la représentation au sein de sa propre communauté. Ce qui fait qu'on a, par exemple, le président de la République doit toujours être chrétien maronite, le Premier ministre toujours musulman sunnite, le chef du Parlement toujours musulman chiite. Et puis, au sein de chaque institution, c'est toujours 50%, 50%. Peu importe la démographie, 50% de chrétiens, 50% de musulmans. Et puis, chez les chrétiens, il y a aussi des quotas pour les chrétiens maronites, les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes, les arméniens catholiques et les arméniens orthodoxes, les protestants et les minorités chrétiennes de la région. Il y a 12 ou 13 églises chrétiennes différentes au Liban. Puis chez les musulmans, c'est entre les sunnites et les chiites à égalité, avec des parts pour les druzes, qui sont au Liban à peu près 5% de la population, et les druzes ne sont qu'au Liban, en Syrie, et ils étaient en Palestine, donc ils sont devenus des citoyens d'Israël maintenant. Cette communauté, elle est assez soudée dans un sens de son identité,
bien que ouverte culturellement, mais il y a une identité druze qui crée des liens et des attachements. Et puis il y a une toute petite minorité alawite au Liban qui est représentée aussi au Parlement. Le rééquilibrage entre ces communautés-là fait qu'aujourd'hui, avec l'affaiblissement de Hezbollah, les quotas fonctionnent d'une manière, disons, qui ressemble plus à la Constitution. On peut être très critique de la Constitution libanaise et de ce système de quotas, mais il y a un retour à la Constitution, parce qu'avec la puissance de Hezbollah et son excès de puissance, en fait, de force, il pouvait paralyser les institutions. Il ne peut pas imposer toujours ce qu'il souhaitait, mais il paralyse. S'il n'est pas content du possible résultat de l'élection présidentielle, parce que le président est élu au sein du Parlement, il peut boycotter la séance parlementaire avec ses alliés, et tant qu'il n'y a pas de quorum, il n'y a pas d'élection. Donc on a connu des phases, pas seulement Hezbollah, mais les autres le font aussi, où pendant 1 an et demi, 2 ans, il n'y a pas de président de la République, faute de quorum au sein du Parlement. Il y a certaines décisions au Liban qui ne peuvent pas être prises qu'avec la majorité des 2 tiers, pour rassurer les minorités religieuses qu'elles ne vont pas être exclues. Donc il suffit d'1 tiers plus 1 pour tout bloquer. Et ils ont bloqué énormément de décisions gouvernementales et le gouvernement était inefficace pendant très longtemps. Ce qui a changé maintenant, c'est que le gouvernement, personne n'a le tiers plus 1. Personne ne peut bloquer aujourd'hui des décisions du gouvernement. Au sein du Parlement, il y a comme un accord, gentleman agreement, mais qui est pour le moment respecté, que personne n'a le droit de boycotter une séance parlementaire et donc d'empêcher la tenue de cette séance et le vote qui peut avoir lieu. Il y a eu une élection d'un nouveau président, il y a eu la formation donc d'un nouveau gouvernement, et ce nouveau gouvernement a un bloc qu'on appelle réformiste, qui veut faire progresser les choses au niveau de l'indépendance du système judiciaire, parce que la question de la justice au Liban est très importante. Non seulement il y a une impunité par rapport à la corruption, par rapport au clientélisme qui s'est installé pendant des années, mais il y a aussi une impunité, par exemple, par rapport à l'énorme explosion du port de Beyrouth en août 2020. C'est la 2e plus grande explosion non nucléaire de l'histoire, qui a ravagé une partie de la ville, qui a tué des centaines de personnes, déplacé des dizaines de milliers, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu une véritable enquête, il y a toujours eu des problèmes. Maintenant, ça commence à avancer. Donc, il y a le chantier de la justice, et le gouvernement est en train de travailler, je pense, correctement là-dessus. Il y a la question de l'administration, qui ne fonctionnait plus correctement, comment la renouveler, et comment la renouveler sans clientélisme, en mettant des mécanismes de choix des candidats et des personnes qualifiées pour occuper les postes au sein de cette administration. Il y a la question des réformes de la loi électorale, de la décentralisation administrative, comment tenter de diluer le confessionnalisme en créant des espaces non confessionnels, comme par exemple le renforcement des municipalités où il n'y a pas de quota confessionnel, comme peut-être la création d'un Sénat où le confessionnalisme est respecté, mais si on crée le Sénat confessionnel, le Parlement ne doit plus l'être. Donc il devient ouvert à tous les citoyens et citoyennes. Sur ces niveaux-là, il peut y avoir des progrès et le gouvernement est en train de travailler sérieusement. Mais sur d'autres questions, comme la question des armes de Hezbollah, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que le Hezbollah va accepter de rendre ses armes à l'armée libanaise? Est-ce qu'il va accepter de dissoudre son aile militaire? Pas sûr, parce qu'il dit que tant que l'occupation israélienne persiste, on ne va pas abandonner l'hypothèse d'une lutte armée et donc les armes. Sur la question de l'occupation du Sud-Liban, est-ce qu'il peut avancer ce gouvernement? Non, parce que les Israéliens refusent de quitter sans condition. Et parce qu'ils continuent à mener des raids aériens, y compris sur la banlieue sud de Beyrouth, donc à quelques kilomètres de la capitale, pour montrer qu'ils sont les maîtres du jeu et qu'ils ont une suprématie totale et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent jusqu'à ce que le Liban accepte toutes les conditions américaines, y compris, encore une fois, une normalisation avec Israël,
donner des ultimatums pour Hezbollah pour désarmer, sinon aller vers l'affrontement avec le parti chiite, ce qui serait une catastrophe évidemment pour le Liban, mais c'est l'une des conditions israéliennes qui sont retenues par les Américains. Donc ça, c'est un chantier ou un dossier très difficile à gérer. Et avec cela, il y a tous les déplacés de la dernière guerre qui sont à majorité chiite. Donc il y a chez la communauté chiite une frustration et une amertume après la défaite, et puis le déplacement et les destructions. Et si ça s'installe dans la durée, ça peut avoir beaucoup de tensions et avoir beaucoup de conséquences sur le tissu social libanais et sur la vie politique au Liban. Et puis il y a la question économique. Il y a aujourd'hui au Liban un lobby qui est celui des banques privées, responsable en partie de la faillite économique et de la faillite des banques même du pays. Et ce lobby-là veut préserver tous les acquis des propriétaires des banques et des conseils d'administration des banques qui ont accumulé pendant des années des milliards de dollars de gains. Ils les ont probablement transférés à des banques à l'étranger, tandis que les clients des banques ont perdu leur argent. Et le lobby des banques ne veut pas des réformes qui sont proposées par la Banque mondiale et le FMI et proposées avant sa phase de trumpisation rapide qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour les réformateurs du gouvernement libanais, ils s'appuient sur les demandes de la Banque mondiale et du FMI pour faire face au lobby des banques privées et du gouverneur de la Banque centrale récemment élu ou choisi au Liban pour restructurer le système bancaire, pour obliger les propriétaires des banques et les conseils d'administration et les grands banquiers de partager une partie de leurs profits et des gains qu'ils ont accumulés, et pour en finir avec le secret bancaire au Liban et savoir pendant les dernières 10 années quelles transactions ont eu lieu, où est parti l'argent, qui a transféré de l'argent vers des banques à l'étranger, que ce soit au niveau de la classe politique, au niveau des banquiers eux-mêmes, au niveau d'hommes d'affaires puissants, ce qui a contribué à l'effondrement du système bancaire. Où est l'argent des clients de ces banques et comment restituer, peut-être pas tout l'argent, parce qu'il y a une partie qui est perdue, comment restituer une partie aux clients, aux Libanais, et qui va payer la différence, la perte, qui va l'assumer l'État, les banquiers eux-mêmes, les clients vont sacrifier une partie de leurs dépôts, comment faire avec tout cela, et comment stabiliser de nouveau la livre libanaise. Avant 2019, chaque 1500 livres faisait $1. Aujourd'hui, chaque 90 000 livres font $1. Donc 1500 livres, $1, 90 000 livres, $1. Ça montre à quel point en 4 ans, 5 ans, la faillite était tragique. Et sachant qu'avant la guerre civile au Liban, chaque 3 livres faisait $1. Donc l'inflation a toujours été... ma génération, moi j'ai connu tous les prix. J'ai connu les 3 livres, les 4 livres, après il y a eu 15, puis 20, 40... jusqu'à 2000, puis 1500, et là, on est arrivé à 100 000 avant de redescendre à 90 000. Et avec cela, tout change dans la tête, dans la conception des prix, de l'inflation. Et donc, sur ce dossier-là, le gouvernement libanais, il peut prendre des initiatives, mais il attend l'aval de la Banque mondiale et du FMI, et puis surtout l'aide économique. La France peut jouer un rôle, oui, parce que la France, il y a tous les liens historiques, parce que les Français veulent une présence dans l'est de la Méditerranée. C'est pour ça que la Syrie peut leur être aussi utile, le port de Latakia avec le port de Beyrouth et le port de Tripoli entre les deux. Il y a récemment, à 2 reprises, le président français a contacté à la fois les présidents libanais et syriens, mais aussi les responsables chypriotes et grecs, afin de trouver comme une coopération dans cette zone-là. Et s'il est vrai qu'il y a beaucoup de gaz dans cette zone également, juste en face des côtes libanaises, syriennes, chypriotes, comme israéliennes, comme en face de Gaza, donc du côté palestinien, quel genre de coopération, quel genre de présence française il va y avoir lieu. Puis si jamais il y a
le début d'une reconstruction, connecter Beyrouth, son port, comme dans les années 50, 60, jusqu'à le début de la guerre. De Beyrouth à Bagdad, en Irak, ça peut être une ligne directe. Et je sais que les Français ont beaucoup de projets et beaucoup d'ambitions en Irak, qui a un potentiel économique énorme, et via la Jordanie vers les pays du Golfe, ou aussi en Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'ambitions françaises aujourd'hui. Donc ça devient de nouveau stratégique si les choses se calment et si Liban, Syrie, Jordanie, ça fonctionne, ou Liban, Syrie, Irak, ça fonctionne. Maintenant, la Turquie, comment elle apprécie ou elle analyse tout cela? Les Turcs savent qu'ils sont là, ils ont des liens, ils ont une présence économique forte. Il y a ce que certains considèrent un néo-ottomanisme, le rapport avec le Liban et la Syrie comme étant des anciens espaces ottomans, comment Erdogan souhaite jouer le rôle du grand frère économiquement et politiquement. Ça, c'est sûr. L'Arabie Saoudite est de retour. Les Saoudiens avaient abandonné le Liban et la Syrie en 2015 parce que Mohammed Ben Salman se préparait pour devenir prince héritier en premier lieu et puis le roi. Il y a eu la guerre au Yémen qui a été le premier investissement militaire saoudien et politique et qui a échoué d'ailleurs. Ils avaient abandonné le Liban parce qu'ils avaient abandonné Hariri, fils. Saad Hariri, qui est le fils de Rafiq Hariri, assassiné en 2005. Et ils avaient abandonné la Syrie parce que les Russes ont commencé leur intervention en 1er septembre 2015. Et pour les Saoudiens, c'était cause perdue de continuer à investir là-bas. Donc, ils se sont focalisés sur le Yémen. Maintenant, les Saoudiens, il est clair qu'ils sont de retour. Et il y a une semaine, le Conseil des pays du Golfe, qui avait interdit à ses ressortissants de se rendre au Liban, a levé cette interdiction. Donc certains espèrent que cet été, il y aura de nouveau un tourisme des pays du Golfe qui peut faire entrer de l'argent et que l'argent puisse circuler, aider un peu les gens qui travaillent dans le secteur touristique, etc. La même chose peut se produire en Syrie prochainement aussi. Donc l'Arabie Saoudite certainement va tenter de jouer un rôle. Et le Premier ministre libanais s'est rendu récemment à Riyad, dans la capitale saoudienne, bien reçu, contrairement à des précédentes visites par d'autres premiers ministres. Et surtout que l'Arabie saoudite aussi considère que l'Iran a perdu au Liban comme en Syrie. Donc c'est le moment pour revenir et remplir un vide que les Iraniens laissent, sans pour autant être dans une agressivité vis-à-vis de Hezbollah, par exemple, ou vis-à-vis d'autres groupes, parce qu'ils savent très bien qu'il ne faut pas non plus dépasser, disons, des limites et aller au-delà des équilibres qui existent. C'est ça, oui, mais c'est un peu ça la question, c'est-à-dire que des petites marges de manœuvre ont l'air d'apparaître, elles sont toutes conditionnelles, mais néanmoins, on pourrait voir des petits éléments se mettre en place. La question est de savoir, est-ce que ça inclut ou est-ce que ça exclut toute la population du Sud-Liban, et en particulier les chiites? Oui. Est-ce que ça va se fonder sur l'ostracisme de la communauté chiite ou son inclusion? Vu les pressions israéliennes et américaines, on pencherait plutôt pour la première solution. Oui, mais c'est impossible d'exclure la communauté chiite, à la fois vu son poids démographique, comme on a dit, 35, 36, 37 peut-être % de la population libanaise. Elle est dans le sud, mais elle est aussi dans la Bekaa et dans la banlieue de Beyrouth. Et le système lui-même stipule que les représentants de cette communauté doivent être inclus dans tous les processus de décision et de gestion. Et ils sont assez puissants. Après, est-ce qu'ils vont être affaiblis politiquement? Oui, je le pense. Parce que à la fois Hezbollah avait été tellement puissant qu'il avait dépassé les normes de puissance des acteurs libanais. Il va revenir à un poids ou à une taille qui ressemble plus à un parti libanais qu'à un parti régional. Et les Américains, ils vont faire pression pour que Hezbollah soit écarté.
mais il y a toujours des moyens au Liban pour ne pas accepter ces conditions-là. Le parti lui-même, il peut ne pas toujours choisir des membres pour siéger au gouvernement, mais des alliés, des amis. Et c'est le cas d'ailleurs maintenant, les deux ou les trois les deux qui le représentent ne sont pas directement membres. Ils viennent de carrières universitaires, mais ils sont très proches. Et donc, ils sont en coordination et en coopération directe avec lui. Après, les Européens jouent un rôle différent. Les Saoudiens peuvent jouer un rôle différent. Peut-être les Américains vont rester catégoriques et ils ne vont pas financer une partie de la reconstruction dans le sud Liban. Ils peuvent dire que nous n'allons pas faire ça, mais nous allons aider le secteur de la santé à Beyrouth, disons. Et de toute façon, les Américains coupent énormément de budget. Quand ils ont, par exemple, arrêté les projets de la USAID, le Liban a subi beaucoup de dégâts directs parce qu'il y avait beaucoup de coopération agricole qui profitait, bénéficiait de cette aide-là. Il y avait certaines municipalités qui avaient des contrats. Il y avait des campagnes de vaccination qui étaient financées par la USAID. Et tout cela est de toute façon arrêté. Et je ne vois pas un énorme package américain d'aide économique de toute façon. Ils ont changé d'approche, de stratégie. Les Libanais comptent surtout sur les Saoudiens et les pays du Golfe et sur les Européens. Mais pour que cela soit possible, il faut que les Américains aussi, je ne vais pas dire l'acceptent, mais ne l'interdisent pas.